Nous continuons dans cette vidéo à voir les unes après les autres les notions les plus centrales qui concernent les fonctions à deux variables. Dans cette vidéo plus précisément, on va s'intéresser aux notions de ligne de niveau d'une part et de point critique d'autre part. On va tout de suite dire que l'approche qui va être utilisée dans cette vidéo, c'est l'approche graphique ou encore approche intuitive. On ne va pas faire de démonstration vraiment, on ne va pas poser de définition particulièrement rigoureuse. En fait, l'approche rigoureuse, on la fera dans une autre vidéo. D'ailleurs, pour vous dire mon sentiment personnel, en fait, cette approche intuitive est, à mon sens, en première année, beaucoup plus importante que l'approche rigoureuse qui suivra. Mais bon, allons-y. Donc la première notion qu'on va regarder, c'est la notion de ligne de niveau. Voici la définition. On considère une fonction f, donc une fonction à deux variables, et on va considérer un réel lambda, qui est donc un réel constant, une constante. On appelle ligne de niveau lambda de la fonction f l'ensemble suivant. C'est l'ensemble des points de l'ensemble de définition de f qui vérifie que leur image par f est égale à ce fameux réel lambda. Cet ensemble, dans ce cours, on va le noter de cette façon-là, n indice lambda de f. Ce n'est pas du tout une notation universelle, c'est uniquement dans ce cours. Bon, voyons un petit exemple pour se faire une idée. On va regarder une fonction qu'on a déjà considérée dans une vidéo précédente, qui a xy associe x2 plus y2. C'est en fait la norme au carré du vecteur xy. L'ensemble de définition, on peut prendre R2, pas de problème. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si jamais on considère lambda un réel, la ligne de niveau, lambda, par définition, ce sont les couples xy de R2 qui vérifient donc que x2 plus y2 est égal à lambda. Cet ensemble, en fait, il va avoir une allure qui dépend complètement de lambda. Le cas le plus simple, c'est le cas où lambda est strictement négatif. À ce moment-là, aucun couple xy ne peut vérifier x2 plus y2 égale lambda, puisque x2 plus y2, c'est positif. Donc là, la ligne de niveau correspondante, c'est toujours l'ensemble vide. Ensuite, il y a un cas particulier qui est intéressant, c'est le cas lambda est égal à 0. Ici, on cherche les vecteurs qui sont de norme au carré égale à 0, et on sait qu'il n'y en a qu'un seul, le vecteur nul. Donc, dans le plan, si on représente la ligne de niveau correspondante, eh bien cette ligne de niveau, c'est juste un seul point du plan. Okay. Enfin, dernier cas, c'est le cas où lambda est strictement positif. À ce moment-là, regardez, on peut, dans cette équation ici, passer à la racine carrée, et ça va donner la chose suivante. En fait, on cherche les points xy dont la norme est égale à racine de lambda. Ça, géométriquement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un cercle. C'est le cercle centré en 0 et qui est de rayon racine de lambda. Voilà, donc vous voyez qu'une ligne de niveau, c'est en fait pas forcément une ligne, mais c'est un lieu géométrique dans R2. Voyons maintenant géométriquement à quoi correspond tout ça. Le graphe de la fonction f qu'on vient de considérer, il est représenté ici à droite en violet, on l'avait d'ailleurs déjà rencontré, et pour les amateurs, ça s'appelle un paraboloïde. Mettons qu'on s'intéresse géométriquement à une ligne de niveau, par exemple la ligne de niveau 4, lambda égale 4, de cette fonction. On est en train donc de chercher les points du graphe qui ont une cote qui est très exactement égale à 4. Or, les points de l'espace qui sont d'altitude 4 entre guillemets, eh bien c'est un plan. C'est le plan d'équation z égale 4, bien évidemment. Donc en fait, on est en train de chercher les points qui sont à la fois sur le graphe de f et sur ce plan, autrement dit, on est en train de s'intéresser à l'intersection ici de ces deux lieux géométriques dans R3. Vous voyez ici que pour cette fonction particulière, cette intersection, ça nous donne donc un cercle. Alors attention, la ligne de niveau 4, ce n'est pas tout à fait le cercle bleu qui est ici sur cette figure, c'est les points de l'ensemble de départ qui correspondent à ce lieu géométrique. Donc pour obtenir la ligne de niveau, il faut en quelque sorte projeter orthogonalement ce lieu géométrique, ce cercle, sur le plan d'équation z est égal à 0, et à ce moment-là, voilà, il apparaît à gauche sur l'ensemble de définition de la fonction f. Si jamais on veut construire géométriquement non pas une seule ligne de niveau mais plusieurs lignes de niveau, on peut bien sûr faire ce travail pour plusieurs lambda. C'est ce qu'on a fait sur la figure de droite avec ici lambda est égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça correspond donc à regarder l'intersection du graphe avec les 6 plans correspondants. Bon là il se trouve que pour cette fonction précise, on obtient à chaque fois des cercles. Maintenant pour obtenir ces lignes de niveau, eh bien, comme précédemment, on projette ces lieux géométriques de R3 sur R2 pour les obtenir ici à gauche sur l'ensemble de définition de f. Bon, on retrouve bien les cercles de tout à l'heure. La représentation d'une fonction à deux variables par ces lignes de niveau, elle est bien connue des gens qui font de la randonnée, puisque c'est cette technique-là qui est utilisée sur les cartes topographiques pour représenter sur une carte en 2D un relief 3D. Vous voyez, c'est exactement le principe qu'on a vu précédemment. On prend un relief et puis ensuite on le découpe altitude par altitude. Vous voyez, là il y a un pas de 10 mètres. Et à ce moment-là, c'est comme si en fait on regardait le relief par en haut et qu'on représentait donc les lignes de niveau. Ça va donner une carte de ce type-là.
Alors, sur les cartes topographiques, souvent, il y a certaines lignes de niveau où on précise l'altitude correspondant à la ligne de niveau. Regardez, cette ligne ici, elle correspond à l'altitude 1500 mètres, qui est ici sur le dessin de gauche. Ou encore, regardez ici, il précise 1550 mètres, qui correspond ici sur le dessin de gauche à cette altitude-là. C'est une représentation très efficace qui permet de se faire une idée d'un relief. Regardez, prenons quelques exemples. Si jamais on considère une montagne triangulaire, entre guillemets, alors là, vous voyez, on voit la montagne de côté, mais il faut imaginer que cette montagne, c'est un cône. Maintenant, si jamais on veut représenter les lignes de niveau correspondantes, eh bien, ça va donner ce dessin-là. Les lignes de niveau ici, elles ont un écartement constant parce que comme la montagne est triangulaire, les pentes sont toujours les mêmes entre elles. Donc bah oui, en fait, elles sont écartées de la même distance. Si maintenant, sur ce dessin, on veut représenter les gradients, eh bien, ils vont avoir cette allure-là. Le gradient, il pointe toujours dans la direction de la montée. Et bien évidemment, bah oui, pour une montagne, on monte ici en se rapprochant du centre. Maintenant, si jamais on regarde une montagne entre guillemets plus plate, eh bien on va obtenir ici ces lignes de niveau-là et vous voyez que du coup, ces lignes de niveau sont beaucoup plus écartées entre elles. Les gradients vont aussi pointer vers le centre, mais ces gradients vont avoir une norme qui vont être plus petite que pour le dessin précédent, puisque eh bien, tout simplement les pentes sont plus faibles. Du coup, on comprend en fait que l'écartement des lignes de niveau nous permet de savoir un peu la valeur de la pente. Plus c'est pentu, plus les lignes de niveau sont resserrées entre elles. On en déduit que pour un relief de ce type-là, vous voyez, eh bien on va obtenir des lignes de niveau de ce type-là qui vont être écartées à l'extérieur et resserrées à l'intérieur, avec des gradients qui vont être de ce type-là. Et ensuite, pour un relief qui est au contraire de ce type-là, eh bien, on va avoir des lignes de niveau qui sont resserrées à l'extérieur et au contraire très écartées à l'intérieur, avec des gradients qui ont des normes très fortes à l'extérieur et au contraire faibles à l'intérieur. Une remarque importante, c'est que, regardez, si jamais on s'intéresse au premier dessin qu'on avait fait, là, ce relief-là, et qu'on l'inverse verticalement, qu'on regarde en quelque sorte une montagne à l'envers. Eh bien, si on s'intéresse aux lignes de niveau ici de cette fonction à deux variables, ça va donner exactement le même dessin. Et oui, en fait, les lignes de niveau, quand on les dessine de cette façon-là, elles permettent de savoir si c'est très pentu, mais elles ne permettent pas de savoir si ça monte ou si ça descend. Pour le savoir, il faut soit donner des altitudes, comme c'était le fait dans l'exemple précédent, soit aussi représenter les gradients. Là, pour cette fonction à deux variables-là, les gradients, ils vont être dans ce sens-là. On monte quand on s'éloigne de l'origine. Sur tous ces petits exemples, il y a peut-être quelque chose que vous avez remarqué, c'est qu'à chaque fois, les gradients sont orthogonaux aux lignes de niveau. Et ça, en fait, c'est vrai, c'est très général. Les lignes de niveau, même si elles sont géométriquement plus complexes que des cercles ou des éléments géométriques très simples, eh bien, systématiquement, si jamais on représente le champ de vecteurs des gradients, les gradients sont toujours orthogonaux aux lignes de niveau. Ça, en fait, si on réfléchit un peu, ça n'a absolument rien d'étonnant. Pour le comprendre, on va faire un petit raisonnement qualitatif au voisinage de un de ces points, mettons celui-ci qu'on va noter M0. Imaginons ici qu'on zoome au voisinage de ce point. M0, du coup, est ici. Représentons le gradient, donc, en ce point M0. On sait, on l'a vu, que ce gradient indique la direction de pente maximale, de meilleure montée, en quelque sorte, de la fonction f. Du coup, on se doute que si jamais on ne va pas exactement dans cette direction, mais dans une direction qui est proche de ce gradient, eh bien, on aura plutôt tendance à monter. A l'inverse, si jamais on représente l'opposé du gradient, eh bien, même chose, c'est la direction donc de descente maximale, et on se doute que si jamais on va dans une direction relativement proche de celle-ci, on aura tendance à descendre. Du coup, maintenant imaginez qu'on se déplace selon une direction orthogonale à ces deux directions, à ces deux gradients. Eh bien, c'est un peu le cas limite où on ne va ni monter ni descendre. Autrement dit, on va localement rester à altitude constante. Or, mais être à altitude constante, ça veut très exactement dire suivre la ligne de niveau, puisque par définition, une ligne de niveau, c'est l'ensemble des points où l'altitude est constante. Donc, cette ligne de niveau, on comprend qu'elle est tangente à ces directions ici mises en rouge, ce qui signifie très exactement qu'elle est orthogonale au gradient. Bon, vous voyez, ça c'est un raisonnement qui est très qualitatif, on n'a absolument fait aucune démonstration, on reviendra plus tard dessus de manière plus rigoureuse, mais je pense que c'est important que dès maintenant vous compreniez cette idée, puisque c'est une des idées les plus fondamentales du chapitre.
On va maintenant aborder le deuxième sujet de cette vidéo, à savoir la recherche d'extrémum local pour une fonction à deux variables et également la notion de point critique. Pour ça, on va encore revenir à ce qu'on sait sur les fonctions à une variable. Mettons qu'on s'intéresse à une fonction à une variable relativement régulière et qu'on veuille obtenir ces points d'extréma locaux. Ça va ressembler un petit peu à ça et on sait géométriquement qu'en ces points-là, le graphe admet une tangente horizontale. Du coup, en ces points-là, la dérivée, si la fonction est dérivable, va s'annuler, ce qui fait qu'une technique très classique pour obtenir les points d'extréma locaux d'une fonction, c'est de commencer par chercher les points pour lesquels la dérivée de la fonction s'annule. Eh bien en fait, pour une fonction à deux variables, on va avoir une logique assez comparable. Sauf que si jamais vous regardez un relief et que sur ce relief-là, vous vous intéressez aux points de minimum local ou de maximum local, eh bien en ces points, il ne va pas y avoir une tangente horizontale, mais un plan tangent à la surface qui est un plan horizontal. Et en ces points particuliers, on va avoir que, non pas la dérivée, mais le gradient de f en ces points va s'annuler, ce qui fait qu'une technique très classique pour rechercher les extrémas locaux d'une fonction à deux variables, c'est de commencer par chercher les points pour lesquels le gradient vaut 0. Bon, cela dit, cette logique a des limites qu'on avait d'ailleurs déjà très bien identifiées pour les fonctions à une variable. La première, c'est que en fait, la réciproque est totalement fausse. C'est pas du tout parce qu'en un point, la dérivée s'annule que ce point est un extrémum local. Regardez, le contre-exemple classique, c'est une courbe qui a en quelque sorte un point d'inflexion en un point. C'est le cas notamment de x3 en 0. Vous voyez, ce point, c'est un point où la dérivée s'annule et pourtant, c'est ni un minimum local ni un maximum local. Ok. La deuxième limite qu'on avait bien identifiée, c'est qu'il y a des points qui sont des points d'extrémum local et qui n'ont pas du tout une dérivée qui s'annule. Par exemple, regardez sur le graphe en ce point-là, ça c'est clairement un point de minimum local de la fonction f, et pourtant ici f' de alpha n'est pas du tout nul, il est clairement strictement positif. Même chose pour ce point-là, qui est aussi un point de maximum local de la fonction, et en ce point f' de bêta est également strictement positif. Qu'est-ce qui cloche? C'est que ces points alpha et bêta sont au bord de l'intervalle. En fait, on avait vu que le théorème ne concernait que les points qui n'étaient pas au bord de l'intervalle, c'est-à-dire les points qui étaient intérieurs à l'intervalle. En fait, le seul théorème sérieux qu'on avait sur les fonctions à une variable, c'était le suivant. Le théorème qui disait la chose suivante: si f admet en un point x0 un extrémum local et que x0 n'est pas au bord de l'intervalle, alors, implication de gauche à droite, f' de x0 est égal à 0. C'est tout. Eh bien en fait, il se trouve que pour les fonctions à deux variables, on va avoir exactement le même théorème. Ça va donner la chose suivante. Si f admet en un point du plan M0, de coordonnées x0, y0, un extrémum local, et si le point M0 n'est pas au bord du domaine de définition de f, là il faudrait une petite clarification pour expliquer ce qu'est le bord d'un domaine de R2, mais bon, laissons ça de côté pour le moment. Eh bien, cela implique, une implication de gauche à droite aussi, que le gradient de f en M0 est égal à 0. Ce théorème, en fait, il n'a rien de mystérieux, il est tout à fait logique et par une explication qualitative qu'on va faire maintenant, on va tout de suite comprendre pourquoi il est vrai. Imaginons donc qu'on ait une fonction à deux variables et que pour cette fonction, on considère un extrémum local. Alors là, on va considérer un maximum local sur ce dessin. Un maximum local qui, dans l'ensemble de définition, est atteint en ce point-là, là, qu'on va noter M0, de coordonnées x0, y0. Le but est de justifier que le gradient de f en M0 forcément s'annule, sachant que ce gradient, par définition, c'est d rond f sur d rond x en ce point, et d rond f sur d rond y en ce point. Donc il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que les dérivées partielles de f s'annulent en ce point. Intéressons-nous à la dérivée partielle de f en sa première variable. On avait vu que du coup, c'était s'intéresser au niveau de l'ensemble de définition à ces points-là, les points du type x qui vaut n'importe quoi, virgule y0. Ça correspond donc à fixer y est égal à y0. Or, si jamais maintenant on s'intéresse aux valeurs de la fonction f justement sur ces points-là, eh bien on obtient la courbe ici qui est représentée en bleu. Et là, on voit tout de suite ce qui se passe. Étant donné qu'en M0, la fonction globale f, elle admet un maximum local, alors à plus forte raison, cette valeur, c'est aussi un maximum local de sa fonction partielle. Et donc cette fonction partielle, qui est, je le rappelle, une fonction à une seule variable, étant donné qu'elle admet un maximum local en x0, eh bien sa dérivée s'annule. Ce qui signifie très exactement que d rond f sur d rond x en x0, y0 est égal à 0.
Même chose maintenant pour la dérivée de f par rapport à sa deuxième variable. Cette fois-ci, il s'agit de regarder la fonction f sur ces valeurs-là, les valeurs du type x0, y, et donc de regarder maintenant au niveau du graphe de f, cette courbe-là en vert qui représente les valeurs f de x0, y. Même chose, cette fonction-là, elle admet un maximum local en y est égal à y0, ce qui signifie que sa dérivée s'annule. Ça signifie très exactement que d rond f sur d rond y en ce point-là est égal à 0. C'est gagné, coordonnée par coordonnée, on a montré que le gradient de f en m0 est égal au vecteur nul. Les points qui vérifient ça, avoir un gradient nul, ils portent un nom et c'est l'objet de la définition suivante. Un point m0 est appelé un point critique de f lorsque le gradient de f en m0 est égal au vecteur nul. Vous voyez que cette définition de point critique pour une fonction à deux variables est tout à fait en phase avec la définition de point critique qu'on avait donnée pour une fonction à une seule variable. Puisque rappelez-vous, c'était les points pour lesquels la dérivée s'annulait. Bon, là, c'est exactement la même chose, mais avec le gradient. Avec cette définition, on peut reformuler le théorème et il donne la chose suivante. Si jamais m0 est un point d'extrémum local qui est intérieur au domaine de définition de f, alors m0 est un point critique de f, c'est-à-dire un point pour lequel le gradient s'annule. Ce théorème fait que du coup, une bonne piste, quand on cherche les points d'extréma locaux d'une fonction f, est de chercher donc quand est-ce que son gradient s'annule. Mais attention, cette technique a vraiment des limites qu'il faut comprendre. Première limite, la réciproque de cette implication est fausse. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout parce que le gradient de f s'annule en un point m0 que forcément ce point est un point d'extrémum local. La deuxième limite, c'est que, comme c'est précisé, le théorème vraiment ne s'applique qu'aux points qui sont intérieurs au domaine de définition de f. Il est, autrement dit, faux pour les points qui sont au bord du domaine de définition de f. Pour illustrer ces deux limites, on va regarder cette fonction-là, la fonction f qui a xy associe x puissance 3 plus y puissance 3. C'est une fonction qu'on aurait pu définir sur R2 tout entier, mais justement, on va la définir sur un sous-ensemble de R2, le domaine -1, 1, croix -1, 1, qui est en fait un carré de R2. Alors, imaginons qu'on s'intéresse aux points d'extréma locaux de f. Et pour ça, agissons en bon petit soldat, on va chercher les points critiques de f. Pour ça, on calcule le gradient de f. Alors ça, c'est juste une dérivation par rapport à x et par rapport à y. Ça donne le résultat suivant, 3x2, 3y2. Ensuite, on cherche quand est-ce que ce gradient s'annule. Ça nous amène du coup à résoudre ce petit système. 3x2 est égal à 0, 3y2 est égal à 0. Et les seules solutions de ce système, c'est x égale à 0, y est égal à 0. Autrement dit, voilà, le seul point critique de f sur df, c'est ce point-là, le point 0,0. Alors là, quelle est la conclusion? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que du coup, c'est fini et que du coup, voilà, le seul point d'extrémum local de f, c'est 0, 0. Eh bien non, tout faux, pas du tout. Non seulement ce point 0, 0, on va le voir, n'est pas un point d'extrémum local de f, mais en plus, la fonction f admet bien des points d'extréma locaux qui ne sont pas du tout ce point 0, 0. Pour le comprendre, on peut en fait regarder le graphe de f qu'on a représenté ici en rouge sur cette figure. Ce fameux point critique qu'on a identifié, 0, 0, il est ici. Et il n'y a pas de problème, c'est bien un point critique, c'est bien un point où le gradient s'annule. Regardez, le graphe de f, là, la surface, elle admet bien en ce point un plan tangent qui est parfaitement horizontal. Pourtant, on voit aussi sur la figure pourquoi ça n'est pas un point d'extrémum local. Par exemple, si jamais, en partant de l'origine, vous partez dans cette direction-là en bleu, alors les valeurs de f vont suivre cette ligne bleue ici. Et c'est une courbe qui est strictement croissante, là vous montez strictement. Ça prouve que du coup, ce point n'est pas un point de maximum local. De plus, si maintenant, toujours en partant de l'origine, vous partez dans cette direction-là en vert, alors les valeurs de f vont suivre ici cette courbe en vert ici, qui est une courbe qui est cette fois-ci strictement décroissante. Vous descendez strictement. Ce qui prouve que ce point n'est pas non plus un point de minimum local. Conclusion, ce point n'est ni un point de minimum local ni un point de maximum local, ça n'est pas un point d'extrémum local de la fonction f. Vous voyez ici que c'est vraiment l'analogue du point d'inflexion qu'on avait pour les fonctions à une variable. Par ailleurs, cette fonction f, elle admet bien des points d'extréma locaux. Comme regardez par exemple ce point-là du graphe de f qui correspond sur l'ensemble de définition à ce point-là, le point 1,1. En fait, en ce point, la fonction f, elle vaut 2.
Ce point, c'est clairement un point de maximum local de f. En fait, c'est même un point de maximum global de cette fonction. Et pourtant, en ce point, le gradient de f ne s'annule pas du tout, hein. La surface qui définit le graphe de f n'admet pas du tout en ce point un plan tangent qui est horizontal. Donc, qu'est-ce qui cloche? Ce qui cloche, c'est que ce point, il est au bord du domaine de définition qu'on s'était fixé. Et donc, le théorème ne s'applique pas du tout à ce type de point. En fait, quand on s'intéresse aux extrémas locaux d'une fonction de ce type-là, eh bien, l'étude au bord du domaine de définition, c'est un peu une étude à faire à part.